C'est un documentaire événement diffusé sur Arte, la chaîne franco-allemande Décolonisation, au pluriel, série documentaire de 3 épisodes de 52 minutes, 150 ans de lutte politique, intellectuelle, culturelle en Afrique, en Asie. Et pour la première fois, une œuvre audiovisuelle raconte cette histoire du point de vue des colonisés eux-mêmes. Nous sommes avec Karim Misquet, réalisateur, co-auteur de cette série documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, c'est la première fois, je disais, qu'on réalise en France un documentaire aussi fouillé, et surtout que c'est réalisé du point de vue des colonisés. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire, selon vous ? C'était nécessaire parce qu'on est arrivé à une autre période de l'histoire. Et alors, bon, il y a différentes raisons. Au niveau français, en tout cas, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des descendants de cette histoire, des descendants des colonisés qui sont venus ici après les indépendances, ou certains avant, et qu'il y a besoin d'écrire une histoire commune. Mais en fait, c'est nécessaire aussi pour ceux qui sont descendants des colonisateurs, parce qu'il faut aussi pouvoir se libérer de ce passé et le regarder pour pouvoir avancer tout simplement. L'apprentissage, la libération, le monde est à nous, ce sont les titres des 3 épisodes. On va tout de suite regarder un extrait du premier épisode. Le regard du maître. Comment tu fais quand il est entré en toi? Quand depuis tout petit, les missionnaires te serinent que tu es différent des autres, que tu incarnes l'avenir de ton pays. Comment tu fais, pour ne pas te faire griser par de si douces paroles, pour ne pas t'imaginer supérieur à tes sœurs et à tes frères, toi que le blanc a choisi d'élever jusqu'à lui, ou presque. Le regard, pour vous, est-ce que c'est ça, le fond même de la colonisation, un système d'emprise totale, politique, économique, culturelle, intellectuelle ? Oui, c'est un système d'emprise, un système d'aliénation, parce que pour que la colonisation puisse fonctionner, il faut arriver à enlever à l'autre, c'est-à-dire aux colonisés, à ceux qu'on appelait les indigènes, une partie, voire la totalité de ce qui fait d'eux des êtres humains, de leur humanité. Parce que sinon, si on est dans un système d'égalité, la colonisation est impossible. Donc il faut nier l'autre dans son humanité, il faut le rabaisser sans cesse et le persuader qu'il est un inférieur. Et donc tout le mouvement de décolonisation, et c'est pour ça que c'était nécessaire de le prendre du point de vue de ceux qui se libèrent, c'était de suivre pas à pas comment ils s'y sont pris pour récupérer justement leur humanité, leur image d'eux-mêmes, et ensuite arriver à s'opposer aux colons. Alors, on voit bien, notamment dans le premier épisode de cette série, que finalement le mouvement anticolonial était vraiment une lame de fond transnationale. On voit ça sur tous les continents, alors que pendant longtemps, en tout cas quand on regarde l'histoire telle qu'elle a été écrite, pendant longtemps, on avait l'impression de luttes plus ou moins éclatées aux 4 coins du monde. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ça fait aussi partie des choses qui ont permis au système de perdurer aussi longtemps? Oui, bien sûr, il y avait une volonté de séparer effectivement les colonies ou les différentes parties de l'Empire les unes des autres. Nous, ce qu'on a voulu faire donc avec l'historien qui est également co-auteur, c'est important de le souligner parce que souvent les historiens sont simplement des conseillers, on va dire. Enfin, simplement, c'est un rôle important, mais là, il a vraiment beaucoup plus donné de lui-même. Donc, Pierre Saint-Garavelou, et donc avec Marc Ball qui est le co-réalisateur avec moi-même, on a voulu utiliser, disons, cette nouvelle vision de l'histoire qui est pourtant toute simple et qui devrait être évidente, qui est d'une histoire globale, une histoire connectée, c'est-à-dire le fait de relier. Il n'y a pas un pays dans le monde ou un territoire qui existe tout seul sans être relié aux autres. Et c'est pareil pour les anciennes colonies. Donc c'est vrai que dans ce mouvement de libération, l'un des premiers moments déterminants, ça a été par exemple la conférence anti-impérialiste de Bruxelles en 1927, où tout d'un coup des gens de l'ensemble du monde colonisé viennent, se réunissent à Bruxelles, paradoxalement, dans une capitale impériale, et échangent leurs différentes expériences. Il y a Nehru qui vient de l'Inde, Mohamed Hatta qui vient d'Indonésie, Messa Ali Hadj qui vient d'Algérie, Lamine Senghor qui est un personnage aujourd'hui malheureusement oublié, qui était un grand révolutionnaire sénégalais. Et donc tous ces gens-là se connectent
échangent leurs expériences et avancent et posent les bases d'une nouvelle forme de lutte. Alors, vous exhumez aussi d'une certaine façon des personnages qui sont méconnus, hein, notamment des personnages de la lutte contre les idées coloniales et racistes, comme par exemple l'anthropologue haïtien Anténor Firmin, qui est un personnage très intéressant. Racontez-nous. Ah bah, Anténor Firmin, c'est vraiment un personnage extraordinaire que nous a amené justement Pierre Saint-Garavelou. Moi, personnellement, non plus, je ne le connaissais pas. Et pour cause, c'est-à-dire qu'il a été finalement effacé de l'histoire, et pas en Haïti, évidemment, où les gens ont gardé sa mémoire. Donc c'était un Haïtien, il vient à Paris et il a en fait cette idée de démonter tous les mythes qui permettent à la suprématie blanche de s'exercer sur les autres peuples, et notamment sur les Noirs. Alors, il est anthropologue à la Société française. Il rentre à la Société d'anthropologie de Paris, ce qui est quand même incroyable. L'élite de l'élite, quand même, de l'anthropologie. Tout à fait, mais il faut savoir que l'anthropologie à l'époque, c'est pas ce qu'on appelle anthropologie aujourd'hui. C'est une pratique vraiment explicitement raciste. C'est-à-dire que le but, c'est de démontrer la supériorité des Blancs sur tous les autres peuples. Et ils font ça en mesurant des crânes. Et donc c'est extraordinaire. Anténor Firmin, qui est un Noir de Haïti, arrive à rentrer dans la société d'anthropologie où qu'est-ce qu'on fait? On mesure des crânes d'autres Noirs venus de toutes les colonies pour prouver qu'ils sont moins intelligents que les Blancs. Et en fait, ce qui montre, c'est que les résultats ont été falsifiés. Il écrit un livre qui s'appelle De l'égalité des races humaines. Alors maintenant, voilà, évidemment, j'ai oublié le titre exact, mais enfin bon, pour une anthropologie positive, donc il démontre que ces résultats, ces résultats compilés par notamment Paul Broca, ont été totalement falsifiés, et donc c'est un personnage qui est encore jusqu'aujourd'hui méconnu et qu'on redécouvre à la faveur de ce documentaire. Alors on voit aussi dans ce documentaire comment, dès le début de l'entreprise coloniale, il y a eu des oppositions fortes dans les pays colonisateurs eux-mêmes. Hein. Je pense à la Britannique Alice Seeley Harris, par exemple. Et un de vos postulats également dans ce documentaire, c'est qu'en réalité, cette décolonisation, eh bien, elle n'est pas encore complètement achevée. On va regarder un extrait. Et voilà que tu te retrouves assis dans ce salon. Derrière les fenêtres, il fait gris et froid. Mais ça ne perturbe pas tes parents. Ils sont venus avec leur religion, leur culture, leur histoire glorieuse, et ils ont bien l'intention de te les transmettre sans rien y changer. Tu les regardes, et tu te demandes s'ils comprennent quelque chose à ta vie, s'ils se souviennent que toi, tu as grandi ici, et qu'ici, quand tu es jeune et que tu n'es pas blanc, c'est la merde. You know, I hear a lot of these men talking about repping their ends, being from the ends. What do you really know about the area? Le regard qui est porté aujourd'hui en Europe sur les enfants d'immigrés, est-ce que ce sont des survivances du regard colonial ? Oui, en bonne partie, évidemment, ce sont des survivances du regard colonial pour une raison simple. On ne peut pas pendant des décennies avoir considéré qu'effectivement il y avait une race qui était supérieure aux autres, à des peuples, donc les peuples européens en l'occurrence, qui étaient supérieurs aux peuples d'Asie et surtout d'Afrique, parce que c'est envers l'Afrique subsaharienne que le préjugé racial était le plus fort. Bon, quoique on voit bien avec des écrits sur l'Algérie que c'était aussi très très fort, et on voit bien les conséquences que ça continue d'avoir aujourd'hui. Donc ces choses-là, je veux dire, les peuples ont une mémoire, ont un inconscient, donc on ne peut pas pendant des décennies enseigner aux gens dans toutes les écoles qu'ils sont supérieurs aux indigènes et imaginer qu'au lendemain de la colonisation, tout d'un coup, ces préjugés disparaissent. Ça n'a pas de sens. D'où la nécessité de décoloniser les regards également. Et d'ailleurs, vous parlez dans ce documentaire de l'essor de l'industrie cinématographique, Nollywood, comme d'une façon, finalement, de continuer de poursuivre, entre autres, le processus de décolonisation, en se réappropriant un imaginaire. Oui, tout à fait, parce que au Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des problèmes, avec le FMI, il y avait plus d'argent. Ils ont dit c'est pas grave, on prend une caméra VHS, on fait des films avec. Et ils ont produit énormément de films et tout d'un coup c'était leur imaginaire. Et en fait leur imaginaire a tellement bien réussi qu'aujourd'hui on le voit avec le succès de quelqu'un comme Burna Boy par exemple. Mais de toute façon le succès de toute la cinématographie de Nollywood, ça va même jusqu'à influencer maintenant d'autres cinématographies, y compris occidentales. Donc en fait il faut se décoloniser pour arriver réellement et décoloniser ce regard pour arriver à devenir les égaux des autres. C'est assez rare en France que la question de la décolonisation soit traitée avec un ton aussi libre, aussi engagé. Est-ce que ça a été difficile de trouver un producteur et de trouver un diffuseur ?
Non, à vrai dire, l'idée était venue du producteur et du diffuseur, donc je pense qu'il y a aussi une attente et une demande. Je crois que ce regard, en fait, qui a nié l'humanité des peuples indigènes, il pèse sur tout le monde aujourd'hui, et que c'est pas non plus, et que beaucoup d'Européens aussi veulent s'en débarrasser. Donc peut-être qu'on arrive à une nouvelle époque de ce point de vue-là, on peut l'espérer. Mais il y a aussi beaucoup de résistance, bien évidemment. Toujours beaucoup de résistance, comme le montrent les débats, hein, toujours fréquents et passionnés sur le rôle de la colonisation. Peut-être une dernière question. Vous avez travaillé également avec des diffuseurs des pays du Sud, notamment la radio-télévision sénégalaise, qui a, je crois, coproduit cette série. C'était une volonté affirmée pour vous de travailler avec les pays du Sud, ou c'est simplement un moyen comme un autre de boucler le financement? Ou alors il y a vraiment une volonté de travailler avec les pays anciennement colonisés? Non, pour moi, c'était réellement une volonté de coproduire avec une chaîne du Sud, notamment du Sénégal. Bon, moi, j'ai fait mes études aussi au Sénégal, au CESTI, donc il y avait quelque chose d'affectif de ce point de vue-là. Là, je viens de faire une avant-première à Nouakchott et Pierre Sangaravelou vient de faire une avant-première à Pondichéry. Donc pour nous, c'est réellement un film qui concerne tout le monde et qui doit être vu et diffusé autant ici en Europe qu'en Afrique ou en Asie, dans les pays concernés. Karim Misquet, réalisateur, co-auteur de la série documentaire Décolonisation avec Pierre Singaravelou et Marc Ball. Deuxième volet diffusé mardi 7 janvier sur la chaîne franco-allemande Arte à 19h50, temps universel, et diffusé en avant-première en ce moment sur le site internet d'Arte. Documentaire absolument passionnant à regarder en famille pour édifier les jeunes générations. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci à vous.